Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment vas-tu? Eh bien, et toi? Où es-tu? Ça va bien dans les montagnes grisonnes à la suite du match de Lausanne. C'est de là que moi j'enregistre cet épisode. Petit programme de la semaine. On va venir 2 fois cette semaine avec les matchs tous les jours. Ça nous force un petit peu, force, c'est un bien grand mot. Ça, ça nous donne l'opportunité de parler aujourd'hui principalement de Lausanne et un petit peu de l'actu. Et on reviendra dès demain jeudi pour parler de Fribourg et Bienne. Ne vous inquiétez pas, les Fribourgeois et les Biennois, on ne vous oublie pas. C'est juste que sortir un épisode à 17h avec un match à 20h, déjà que souvent les théories qu'on fait, elles ne durent pas longtemps. Alors là, on a que 3 heures de vie, ça semblait pas très malin. Du coup, ça fait plaisir de refaire un épisode demain. Absolument. Tu comptes revenir une fois en Suisse romande ou bien là, tu as définitivement décidé d'acheter en Suisse alémanique? Non, écoute, je vais quand même revenir à un moment ou un autre en Suisse romande. C'est assez prévu quand même. Ah, heureusement. Non, parce que là, tu nous manques au niveau du studio. On- Ouais, non, non, fin de semaine chargée de nouveau. Je repartirai au Tessin, puis après, ça dépendra de la durée des séries. Ouais, exactement. On passe alors, comme tu l'as dit, on va se focaliser sur le Lausanne Hockey Club. 1-1 dans la série. Un premier match à Lausanne qui est parti en deuxième prolongation. Ça n'a pas duré très très longtemps la deuxième prolongation puisque Dominique Egli a marqué très rapidement. Et puis mardi soir, Lausanne qui allait gagner 3-2 à la Valiant. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi qui étais sur place? Que Lausanne était très fort à 5 contre 5. Et le problème, c'est qu'ils ont peu joué à 5 contre 5. Mais à 5 contre 5, Lausanne était clairement la meilleure équipe sur la glace. J'ai vraiment trouvé très solide, je dois dire. D'abord, ça n'a pas été forcément mauvais, mais Non. j'ai beaucoup aimé cette équipe de Lausanne. J'ai trouvé que c'était bien. Le power play a tourné. Alors, je dis vraiment ça au-delà des 2 buts, parce Mhm. qu'il y a eu 2 buts, certes, mais surtout, il y a eu un puck qui a bougé. Il y a eu des tirs en première intention et pas passe, contrôle, tir dans les jambes, passe, contrôle, tir dans les jambières du gardien, passe, contrôle, tir à côté. Là, il y a bêtement le but de Sommer. Alors oui, et Schliemann paraît peut-être un tout petit peu léger Ouais. sur ce but, mais qu'est-ce que c'est? C'est une passe qui vient de la gauche, tir direct, et voilà, forcément le gardien est en mouvement, ça le force peut-être à faire un arrêt un poil plus compliqué que s'il y a eu un contrôle entre deux, et puis c'est au fond. C'est, ça a l'air tout simple. Je me doute bien que ça ne l'est pas autant ce que l'on peut imaginer depuis le haut de la tribune. Mais c'est un fait que quand tu arrives à aller un peu plus vite en power play, la boîte se déplace un peu plus tout un petit temps de retard, le gardien aussi. Puis voilà, si le power play de Lausanne marche, je pense que Lausanne devrait presque avoir une chance de s'en sortir dans cette série, non? Mhm, absolument. Sur l'aimant bleu, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était ça. Ils ont aussi relevé le bon travail de Rochette sur tu disais le puck qui circule bien, première intention, sur le mur en bas. Quand il donne la passe, est-ce que c'est à Pilot qui donne à Suomela? Oui. C'est pas comment dire, c'est pas génial comme passe, mais c'est très efficace. C'est une question de vitesse. Tout est une question de vitesse d'exécution. Tu disais, il n'y a pas de contrôle. Et c'est souvent ça, des fois. Oui, le puck arrive au même moment, mais si tu as la demi-seconde de plus pour contrôler et tirer, tu laisses tout le monde revenir et tu ne crées pas ce décalage. Donc là, Lausanne a réussi à le faire. Le premier but, moi, j'ai bien aimé. Je me suis dit, c'est vraiment un goal de playoff où t'as un shoot, Pilot qui fait... il avait déjà fait ça un peu en début de saison, une sorte il fait danser un peu, je crois que c'était contre Genève, c'était Noah Rod, il me semble, qui avait été un peu perturbé par ses feintes, où là, tu vois tout le patinage de Pilot qui lance au but, puis finalement, le puck arrive sur une canne lausannoise, en l'occurrence celle de Raffle, qui va gratter ce goal, qui est pas du tout beau, mais qui finit au fond, en fait. Et c'est ça qui fait la différence dans ces matchs-là. Enfin, c'est pas les tic-tac-toe que tu vas pouvoir faire. Vraisemblablement, il faudra plus aller chercher, gratter des goals comme ça. Ouais, puis Raphaël, c'est clairement quelqu'un qui sait le faire, qui a un jeu taillé pour cette période de l'année. Tu me diras, ça tombe bien parce qu'entre septembre
Et février, c'était plutôt calme pour Michael Raffel. Et janvier, pour être exact, il est revenu au jeu le 12 janvier. Mais oui, c'est ce genre de but-là qui peuvent faire la différence dans une série. Et un power play qui fonctionne, une défense très en place. Moi, je voulais mettre en avant 2 joueurs dans mes 3 étoiles de la Glauser. semaine de la rencontre. J'ai mis en avant Frick et Glauser. Mhm. On s'est écrit pendant le match sur un groupe dans lequel on est. Tu as écrit ça, que tu sais pas si c'est le casque de top scorer de Frick qui le rend aussi visible ou si ou s'il a été fort. Et je me faisais la même réflexion dans la patinoire. J'étais là, mais dis donc, Frick, gros match. Puis après, j'ai réfléchi un peu. Puis j'étais là, ouais, non, en fait, ce soir, il fait vraiment un excellent match. Il est offensif, il est impliqué offensivement, mais défensivement, ça tenait tout à fait la route. Mais ouais, je l'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'allant. Et Ouais. si tu rajoutes à ça le fait qu'il a joué une pellée de minutes en infériorité numérique, près de 5, Glauser plus de 6. Pour moi, les 2 défenseurs-là ont été les meilleurs joueurs du Lausanne HC, même si c'est pas de eux que sont venus les 3 buts. Non, mais Glauser, je l'ai trouvé dans ce match-là, et c'est pas forcément un aspect de son jeu que j'avais l'impression de voir, mais ça m'a été corroboré aussi par, je sais plus avec qui, un joueur du Lausanne Hockey Club qui m'a dit non, mais Glauser, il est dur. C'est un joueur qui est dur sur l'homme, qui est capable de jouer physique. Parce que c'était par rapport à la question à l'époque, c'était par rapport au fait que Raffel revenait et on avait l'impression que ça fournissait 5% de plus un peu à tout le monde, qu'on voyait même Jason Fuchs y aller un peu dans les bandes. Ça nous étonne pas de Damien Ria, ça nous étonne peut-être pas forcément d'un Ken Yeager, d'un Raffel, d'un Eldner, mais Glauser, j'avais pas cette image-là parce que je le voyais en tout terrain avec Juos. Puis là, hier, il fait 25 minutes, mais dans un jeu de play-off, à un moment, on voyait que c'était un match qui pouvait pas dégénérer, mais où il y avait clairement une tension qui n'était pas similaire à celle de la saison régulière. Je sais pas comment toi t'as ressenti ça, parce qu'il y avait finalement assez peu de monde, si je peux y dire, dans la patinoire davosienne. On était à moins de 5000. Je trouvais que c'était un poil décevant. Mais il y avait quand même une tension sur la glace où un moment, c'est Ambul et Raffel, ils se sont cherchés à un moment, ils piaillaient les deux, il y avait les arbitres au milieu, et puis tu sentais que c'était un autre niveau de compétition. Oui, alors pour revenir sur l'affluence, faut pas oublier qu'on est à Davos, que c'est c'est un mars, disons, Mm-hmm. et qu'il y a certaines organisations, quand l'équipe va en playoff, c'est un peu la fête au village. Je vais pas stigmatiser Langnau, mais si Langnau est en playoff, on va au match, quoi. Quand tu as gagné des pellets de titres et puis que finalement, un match de quart de finale, tu es un peu vite blasé, je peux comprendre que la personne de la plaine se dise ouais, on verra en demi, hein. Moi c'est bon, j'ai déjà vu 22 titres dans ma carrière de supporter du HC Davos. On verra. Peut-être il y aura un peu plus de monde au prochain match. Je me dirais ça dépendra encore peut-être de ce qui se passe demain jeudi lors du match 3, mais et encore Ouais, en semaine à Davos, c'est pas simple. Après, est-ce que c'est décevant? Clairement, parce que le championnat de Suisse, c'est quand même un championnat où il y a pas mal de spectateurs. Davos fait un peu figure d'exception dans les équipes du haut de tableau. Donc oui, mais l'ambiance sur la glace, c'était une ambiance de playoff, je suis d'accord. Et Lausanne a parfaitement répondu à ce défi proposé par Davos. Et moi, j'ai beaucoup aimé justement la physicalité, ou je sais pas comment dire ça, de Lausanne. Et oui, à aucun moment, ils se sont fait marcher dessus par Davos, même s'ils ont commis un petit peu plus de fautes, il y a eu plus Mm-hmm. de pénalités. L'écart en pénalité peut-être est un peu grand, mais au final, ça n'a pas coûté grand-chose à Lausanne, si ce n'est peut-être un peu d'énergie. Avec un match tous les 2 jours, peut-être que ça peut avoir faire une petite différence sur la longueur. Mais sur cette rencontre à Davos, Lausanne, pour moi, a joué juste. Il y a un point que j'aimerais mettre en avant, on en a pas mal parlé avant la série, et du coup, je pense qu'après 2 matchs, on peut en parler aussi, c'est Connor Hughes. Mm-hmm. Enfin, c'est le gardien déjà, parce qu'on savait pas, on se doutait, ou du moins on anticipait la présence de Connor Hughes sur la glace pour les playoffs, en tout cas pour le premier match, puis après à lui de garder la main. 2 matchs, 92% d'arrêt, 92,4% d'arrêt. C'est du solide Connor Hughes pour l'instant. Alors, c'est du solide Eschliman aussi, mais tu disais, il y a eu ce but entre les jambes.
Peut-être même que le premier aussi, justement, il est pas... il n'a pas permis de faire gagner son équipe, il a rien coûté. Mais Hughes, sur les 2 goals, j'ai l'impression qu'il a rien à... Le deuxième, celui de Brichtet, la merveille de passe de Rasmussen, cette espèce de petite déviation juste à côté du but pour mettre Brichtet seul Mhm. de l'autre côté de la cage, finalement à la gauche de Connor Hughes. Le pauvre, quoi. Il peut absolument rien faire. L'autre but qu'il prend, c'est un tir de la ligne bleue. Au-delà du but, c'est agaçant. Lausanne gagne, donc ça va, mais c'est agaçant parce que tu vas mettre ton 1-0 à l'extérieur, but hyper important. 40 secondes après, ça repart dans l'autre sens et il y a déjà 1-1. Mais là aussi, il y a pas mal de trafic devant la cage. J'arrive pas vraiment à me dire que Hughes a quelque chose à se reprocher. Non, moi, ce qui m'a frappé sur... on parlait du physique, du jeu physique de Lausanne en l'occurrence, mais donc ils ont répondu au défi, ce qui veut dire que, par essence, Davos savait jouer physique. Moi, c'est la vitesse davosienne. Le jeu, quand ils ont le puck en zone, c'est pas nouveau, mais là, je me disais que c'était vraiment... il fallait matcher avec la vitesse davosienne. Des fois, c'était plus compliqué. Tu pouvais te faire... Les défenseurs, ils devaient se retourner au bon moment pour pas se faire déborder. Avoir un bon jeu de canne pour pouvoir éventuellement juste toucher le puck pour dérégler un peu l'offensive davosienne qui se mettait en place puis qui pouvait créer un décalage. Je sais pas si toi, ça t'a aussi frappé ou si tu me dis non, mais c'est le jeu de Davos, quoi. Non, certes, mais moi j'ai trouvé justement que Lausanne a fait un super job en zone neutre. Alors certes, il y a eu pas mal de fois où un défenseur s'est fait un tout petit peu prendre de vitesse sur l'extérieur, mais il arrivait tout le temps à être là sans offrir une occasion de but à Davos. Alors oui, il se faisait passer, on va dire, en injection, on va dire ça comme ça, par l'extérieur, mais jamais eu que c'était en danger sur le jeu de transition davosien. Et au contraire, moi je trouve que le repli défensif lausannois, je l'ai trouvé très bon. Et quand je dis repli défensif, je mets volontairement pas les défenseurs en avant, mais les 5 joueurs sur la glace, ou 4 le quart du match où Lausanne a joué à 4. Mais j'ai trouvé que Lausanne a fait un super job justement pour contenir cette vitesse-là. Et je me demande justement comment Davos va pouvoir faire, parce que maintenant ils doivent repartir une fois à Lausanne. Et comme on l'a vu, hein, c'est 2,6 expected goals à 2,8. Mhm. Donc Lausanne est légèrement favorisé malgré tous les box-play. Et c'est là où je trouve justement impressionnant le jeu à 5 contre 5 de Lausanne, c'est qu'à 5 contre 5, ils ont donné 1,2 expected goals, donc 3 fois rien. Et Lausanne en a 2,3. Ils ont 2 fois plus de chances de but à 5 contre 5 Lausanne que le HC Davos. Et finalement, si tu te mets d'un point de vue lausannois dans cette série, tu peux que voir la suite avec pas mal d'optimisme, je trouve. Ouais, alors ça reflète aussi finalement ce qu'on disait du championnat régulier, que Lausanne était une belle équipe, une des meilleures équipes à 5 contre 5. Donc on peut pas tout d'un coup faire les surpris puis de se dire que la recette, je ne vais pas forcément dire gagnante, mais en tout cas la recette efficace de la saison régulière se répète en play-off. On l'avait dit aussi que les situations spéciales, en fait, des situations spéciales, les gardiens, bon ben, t'as mentionné Connor Hughes qui joue bien en ce moment, le powerplay qui semble tourner maintenant. C'est que l'échantillon est tellement faible sur un match que on peut pas dire c'est bon, c'est reparti. Mais effectivement, vu que justement on est dans un moment où tu dois avoir une mémoire à court terme, bah, s'ils arrivent à s'appuyer simplement sur le match précédent, ça doit pouvoir tourner. Et que si tout d'un coup, tu as le déclic au bon moment, eh ben, tu deviens véritablement très bon dans cette phase du jeu-là. Tu sais, il y a des... À Zurich, par exemple, on en parlera demain, mais moi, un Derek Grant qui a été très bon pendant la saison régulière, très, très utile. Tout d'un coup, là, je me disais, mais ouais, il fait partie de ces joueurs qui... On voit pourquoi ils sont utiles. Je sais pas comment dire. C'est pas qu'il était inutile en saison régulière,
Mais évidemment qu'au milieu des Malguin, des Andrighetto, des Lamico, tous ces noms-là, puis tout d'un coup, ce Derek Grant qui était centre de la troisième, eh ben, il est sur le powerplay, il est utile, il joue juste. Quand tu parlais de la passe de Rasmussen, ça m'a fait un peu penser à ça. Tout d'un coup, ces joueurs-là sont vraiment très productifs dans certaines phases où il n'y a pas 50 000 occasions, mais ils sont là. Ouais, tout à fait d'accord. Et justement, moi, il y a d'un point de vue un poil plus négatif, et encore, c'est à la fois positif et négatif, on va dire ça comme ça. Mais sur ces deux premiers matchs, avant la série, on a beaucoup parlé de l'impact des joueurs suisses sur le scoring. Les RIA suisses ou à licence, évidemment. Mhm. Hein. RIA, Boson, Fuchs, Rochette, Jäger qui marque le but décisif à Davos d'ailleurs. Mais les 4 premiers que j'ai mentionnés, qui sont les 4 meilleurs buteurs suisses de la NHC en saison régulière, sont à 0 but. Et malgré ça, il y a 1-1 dans la série. Donc c'est à la fois positif, c'est justement le power play est venu peut-être compenser ça. Mais par contre, moi, j'arrive toujours pas à être convaincu à 5 contre 5 par la ligne articulée autour de Suomela, avec Sekac d'un côté et Rochette de l'autre. Et à nouveau mardi, j'ai trouvé que c'était une ligne qui était à la peine. Défensivement, c'est les 3 joueurs qui ont concédé le plus de chances de but à leurs adversaires par 60 minutes de glace. Mhm. Dans cette statistique-là, c'est la ligne de Boson, Raphaël Jäger qui est la meilleure. Et au niveau de l'impact offensif, les 5 plus mauvais joueurs, ou moins bons, parce que, moins bons, on va dire ça dans ce sens-là, Ouais. sont justement Ria, Suomela, Sekac, Rochette et le 5e. Ouais, après, c'est Allemande, c'est moins intéressant. Mais les 4 premiers que j'ai cités sont censés être ceux qui doivent créer peut-être un peu plus de jeux à 5 contre 5. Et dans le même temps, la ligne Boson, Jäger, Raffel, c'est les 3 meilleurs joueurs en termes de chances de but par 60 minutes de glace. Donc, cette ligne-là a vraiment été excellente durant toute la rencontre. Les 2 autres, un petit peu plus à la peine. Maintenant, ça pose une question. Est-ce qu'il faut changer quelque chose alors que tu es allé gagner à Davos? Ou est-ce que tu te dis, ben non, avec cet alignement-là, on est allé gagner? Finalement, c'est un équilibre qui est assez difficile à trouver. Je n'ai pas la réponse à la question que je pose, mais c'est est-ce que tu dis, bon, on s'en est sorti à Davos et on a fait un gros match parce que notre powerplay nous a sorti La de purée. mauvaise Ouais. position. Voilà, notre box-play a tenu sacrément bon. Les situations spéciales nous ont tenu, mais à 5 contre 5, il y a à redire. Donc, je change des choses ou pas. Et là, je peux pas être dans la tête de Jeff Ward. Et je pense que Jeff Ward a un poil plus d'expérience que nous deux réunis. Donc, on va lui faire confiance pour faire juste. Mais pour moi c'est une question que je me pose justement après cette rencontre à la bosse. Ouais, comme toi, évidemment, on a presque l'impression que cette ligne-là, je ne veux pas dire qu'elle est victime, mais que les 3 autres lignes sont fixées, ou en tout cas, elles donnent satisfaction, et que tu te dis, bon, bah, on espère, en comptant sur le pédigré des joueurs, que ça puisse fonctionner mieux. C'est de se dire que Sekac, Rochette, où on enlève Sekac et on met un autre, mais on l'avait déjà thématisé aussi. La conservation de puck d'un Sekac, je me vois pas, et je ne vois pas Ward se dire non, mais j'ai envie de mettre Kovacs de le lancer à la place, en partant du principe que tu touches pas tes 2 défenseurs étrangers, tu ne touches pas Suomela, tu ne touches évidemment pas Raffel. Donc, où est-ce que tu pourrais... et Salomé qui, pression playoff, donc tu te retrouves avec... soit tu te dis, bon, bah, j'enlève Salomé qui, je mets peut-être Appala, j'enlève Sekac, je mets peut-être Kovacs. Mais après, ça fait tout changer. Non, sans jouer à l'apprenti sorcier de changer l'alignement, changer les noms sur la feuille de match. Moi, je réfléchissais en termes d'alignement, justement. Est-ce que tu dois changer quelque chose ou pas? Je pars plutôt du principe que non, Mm-hmm. mais je ne serais pas totalement surpris de voir Jeff Ward procéder à un ajustement pour la suite de la série en n'étant pas forcément satisfait par ces 2 premières lignes offensives. Et je répète, à 5 contre 5, évidemment. Mais là, alors tu me diras, c'est ça qui est génial dans les playoffs, c'est qu'on revient tous les 2 matchs où on revient très régulièrement. Oui. Ça permet de s'arrêter sur ce genre de petites choses qui sont finalement des détails. En saison régulière, on les verrait peut-être moins, on le mettrait peut-être moins en avant parce que le samedi, tu joues à Rapperswil, puis le mardi, tu accueilles Lugano, et puis
ouais, bof. Tandis qu'en face, c'est sûr que Davos va s'ajuster d'une manière ou d'une autre et va peut-être, de leur côté, les Davosiens vont peut-être effectuer des modifications. Par exemple, je sais pas, faire jouer Stransky. Je trouve que ce serait une idée. C'est un assez bon joueur. Je suis surpris de ne pas le voir sur la glace depuis le début de la série. J'allais te dire, j'étais tellement surpris. Il est tellement beau à voir jouer. En plus, ce côté attaquant power forward qui marque des buts. Et là, à part quelques tirs sur power play, ben, il est inexistant. Il est très, très discret et c'est aussi à mettre au crédit du Lausanne HC d'être Absolument. capable de contenir cette première ligne où il y a Corvi au centre de Stransky et, j'allais dire Hutch évidemment pour faire une mauvaise blague, de Stransky et Nussbaumer. C'est pas une ligne qui a été utilisée par Davos tout au long de la saison et je me demande là aussi du côté davosien quels seront les ajustements, si ajustements il y a. Mais ouais, pour l'heure, grosse déception sur Matej Stransky, je dois t'avouer. Ouais, puis Lausanne aura l'avantage, en tout cas Jeff Ward aura l'avantage de la dernière pierre, si je fais un Oui, parallèle au curling. Le dernier changement, ce qui peut permettre, c'est toujours pour ça qu'on dit qu'à domicile, notamment en playoff aussi, si tout d'un coup tu peux mettre la ligne qui te plaît, on voit aussi Gauthieron qui est content des fois de pouvoir, Christian Dubé qui est content de pouvoir mettre sa ligne et qui essaye aussi des fois à l'extérieur tout d'un coup de changer quelque chose pour pouvoir mettre la bonne ligne au bon moment pour contrer les meilleures lignes adverses. Donc là, ce qui est sûr aussi, c'est que la ligne lausannoise que tu as mise en avant avec Jäger, Boson et Raffel, en début en préparation de ces playoffs, on disait ah ouais, ça c'est 3 joueurs en tout cas qui peuvent tout à fait être impactants en playoffs. Pour l'instant, on a l'impression que c'est le cas. En tout cas, même si l'échantillon n'est pas ultra présent. Enfin, je veux dire, il y a eu 2 matchs. Mais en tout cas, sur le dernier match, puisque on est obligé d'avoir une mémoire à court terme aussi là-dessus, puis de prendre ce qui s'est passé lors du dernier match, bah, on a vu une très très bonne ligne numéro, on va dire la 3e, quoi. ouais, absolument d'accord. Mais j'ai regardé justement les derniers line-up de Davos. Ça fait depuis début mars que cette ligne Stransky, Corvi, Nussbaumer a été formée. Mm-hmm. Ça, ça coïncide avec une très jolie fin de saison pour Nussbaumer. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à garder de ces matchs-là avec ces. Mais il y a finalement eu que 3 matchs avec cet alignement-là. Josh Sheldon pourrait se dire ouais, ben, je reviens à ce que j'avais avant, plus tôt dans la saison, où Rasmussen jouait avec Stransky. C'était de. Ou non, c'était Rasmussen. Et là, il manquait Gredig qui a un petit peu aussi changé l'alignement. Gredig, c'est un jeune joueur que j'aime beaucoup à Davos. Ouais. Il était absent pour blessure dans ce match de mardi. Alors tu me diras si la différence entre victoire et défaite dans un match de playoff, c'est la présence ou non de Rico Gredig, c'est quand même que tu as un petit souci. Mais ça a quand même forcé à changer un petit peu son alignement. Et là, je me réjouis de voir. Et c'est ça où moi je trouve passionnant durant les playoffs, c'est que tu peux vraiment, nous, en tant qu'observateurs, on va dire externes, Mm-hmm. on peut essayer de voir un peu ce qui se passe dans la tête du coaching staff d'un match à l'autre, ce qu'on peut beaucoup plus difficilement faire en saison régulière, parce que justement, l'adversaire n'est pas le même, on tourne sur tous les matchs finalement. Là, ben, on peut se focaliser sur un match, et même si lors du prochain match de Lausanne à domicile contre Davos, je ne serai pas présent, il n'y a que ce match-là à suivre pour nous, parce que dans le même temps, il y a Zug Berne. Bah forcément, je vais le voir et on pourra plus spécifiquement analyser le travail des deux coachs. Oui. Petit détail des coulisses, on commence à avoir un petit, comment dire, un Jeff Ward un petit peu agacé ces temps aux interviews. C'est assez rigolo de le voir. Jusqu'à présent, je l'ai toujours trouvé assez, comment dire, assez neutre. Voilà, je Mm-hmm. pense que c'est le bon terme, assez neutre. Et là, il commence à être incisif avec les journalistes, en gros, en nous disant qu'on ne sait pas de quoi on parle, quoi. Hier, il nous a dit de toute façon, à ce période d'année, vous, les médias, vous parlez que de 3 choses, des gardiens, des powerplay puis de nos stars. Le reste, vous en parlez pas. C'est là, ah bon. Moi, j'ai posé une question positive sur le powerplay. Il me dit, ah, de toute façon, arrêtez avec ce powerplay. Je dis, mais en fait, là, je pose une question positive. Au dernier match, il s'était déjà énervé parce que les gens avaient parlé du powerplay. D'ailleurs, c'était le titre d'à peu près tout le monde. C'est de toute façon, le powerplay, enfin, vous faites que parler de ça.
Puis t'es là, ouais, mais en même temps, quand tu as 6 powerplay ratés dans un match, puis que tu perds après 2 prolongations, on a une première prolongation avec 2 périodes de powerplay et que tu pas marqué, et pire, tu as failli encaisser 2 buts, estime que la question n'est pas totalement déplacée. Et par contre, derrière, moi, je me dis un peu bonne patte. Ouais, bah voilà, pour une fois qu'il marque des buts en powerplay, je vais venir avec ça sur la table. Et je me suis fait voler dans les plumes. Bon, bah ok, on va continuer du coup de parler de powerplay, vu que visiblement ça a l'air de lui faire plaisir. Non, je trouve assez rigolo et on parle tout le temps de en playoff, il y a plus d'émotions, etc. Puis de voir finalement d'avoir un Jeff Ward qui est un peu qui sort de sa neutralité, on va dire, durant les playoffs. Je trouve ça aussi assez intéressant. Je me sens absolument pas attaqué personnellement ou ni quoi que ce soit, mais je trouve rigolo de voir que là aussi il y a un petit changement de comportement, même sur le banc. Ouais, mais c'est aussi pour ça que je trouve que on peut amener quelque chose dans les podcasts, parce que ça, on peut pas forcément mettre, à part une phrase, répond Geoff Ward, visiblement légèrement agacé par la question. Mais là, ça permet aussi de comprendre. Je l'ai vu un moment descendre vers les arbitres, en tout cas demander une explication, et de le faire de manière tout à fait, je vais dire, gentleman. Il s'est pas énervé, on l'a pas vu gesticuler, on l'a pas vu le volvendiser, donc c'était assez agréable. Holden, pareil. Il y a un respect. Ça me faisait penser à Grunborg et John Foust, là, le côté un peu viens, tu me cherches, ouais, t'as pas besoin, je suis là. Et il y avait. Ouais, l'aspect sortie de bar à 4 h du matin, quoi. Exact, qu'il n'y avait pas du tout là, mais que Jeff Ward aussi soit forcément aussi un peu sous pression. J'ai l'impression que cet agacement il pourrait venir aussi de son propre agacement, de se dire, et voilà, on avait pourtant tout fixé aux entraînements, on voulait faire comme ça s'est pas passé, qu'est-ce que je peux trouver? Et puis tout d'un coup, je vais pas dire qu'on lui met le nez dans son caca, mais à un moment, moi je veux bien lui parler de la performance d'Almond et d'Oldener, ou bien de Genadzi, en lui disant waouh, super, Genadzi a joué 7 minutes, c'était 7 minutes de qualité, juste pour essayer de faire le mec un peu malin. Puis après, tu réfléchis à ce que aussi les lecteurs et les spectateurs, les téléspectateurs voient. Alors, faut aussi se dire qu'est-ce qui est visible. Enfin, de vouloir absolument faire le spécialiste ou je sais pas quoi, pour pas faire ce que fait tout le monde. Je trouve ça un peu dommage et pas forcément très malin de notre part. Non, absolument. Après, c'est que, globalement, les journalistes et Jeff Ward, on n'a pas du tout de soucis, hein, qu'on soit bien clair. Absolument. Mais c'est vrai que je trouve rigolo de voir que pour qu'il réagisse comme ça, il faut quand même croire qu'il y avait un agacement aussi, mais comme tu dis, de lui-même par rapport à perdre un match à cause de ça. Puis là, visiblement, il dit ah, arrêtez de me parler de ça. Mais le problème, c'est que si tu réagis comme ça, c'est difficile de ne pas faire le point powerplay lors des prochaines interviews avec Jeff Ward. Mais ceci dit, match 3, jeudi soir à la Vaudoise Arena. Oui. Il serait temps que l'équipe gagne à la maison, non? Absolument. C'est simplement pour reprendre le leadership, hein, une sorte de logique finalement dans cette série. Et ils ont les moyens, en tout cas, la prolongation, la première, Lausanne l'a tellement dominé aussi. Tu disais qu'il y avait eu des possibilités pour Davos de marquer, mais je trouvais que dans le jeu, en fait, c'était pas forcément le cas sur les 3 tiers d'avant, mais là, tout d'un coup, au fur et à mesure du match, je voyais Lausanne un peu être capable de prendre le dessus. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le match de mardi à Davos, c'est la gestion une fois que Lausanne menait. Quand il y a eu le 3-2, tu sais que Davos va pousser. Davos a poussé, mais j'ai pas souvenir d'immenses chances davosiennes. Je crois que le nombre de tirs, en tout cas, je l'ai noté dans le papier, c'était 4-6, en tout cas tirs cadrés. 6-4 en faveur de Lausanne dans le dernier tiers. Donc ça, c'était vraiment verrouillé. Et ce qui est plutôt une bonne chose pour Lausanne, en tout cas sur quelque chose où on peut s'appuyer.
Dernier point, justement, vu qu'on parle des matchs à la maison, Lausanne est la meilleure, on le rappelle, hein, est la meilleure équipe de la saison régulière à domicile, avec 26 matchs, 58 points, donc 2,231 points par match à la maison. Un point devant Zurich et 2 points devant Fribourg, qui sont les 3 meilleures équipes de la Ligue, au-delà de 2 points par match. Lausanne a gagné 18 matchs dans le temps réglementaire. Petit truc rigolo, on aurait pu s'en douter l'autre jour du coup que c'est parti en prolongation, mais à la maison, Lausanne n'a jamais gagné après prolongation ou tir au but. Les 4 fois où c'est parti au-delà du temps réglementaire dans la saison régulière, il y a eu 3 défaites en prolongation et une défaite lors des tirs au but. Et sinon, il n'y a que 8 défaites au total à la maison sur les 26 matchs. Ouais. Très optimiste pour le match de jeudi, du coup, non? Ouais, absolument. Ça veut dire, tu dis 8 défaites, donc 4 qui étaient partis comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y en avait que 4 dans le temps réglementaire, après 60 minutes. Exactement. Et un différentiel de but de plus 45. Lausanne a gagné 7 de ses 8 derniers matchs à la maison en fin de saison régulière et donc a perdu le premier à domicile là. Disons, on va pas faire aujourd'hui les paris sportifs, on va se le garder pour jeudi, mais si on avait la capsule paris sportif aujourd'hui, je pense que j'aurais fait ce que toi tu as fait l'autre jour, à savoir jouer Lausanne. Ouais. Et ben voilà, on est au terme de cet épisode 28. On avait prévu une petite partie d'actu pour plus grand désespoir de Jean-Fred. On va pas la faire parce qu'on a déjà fait une demi-heure et mon temps est compté. Non pas que j'ai un agent administre, mais j'ai surtout une chambre à rendre dans mon hôtel à Davos. C'est un petit peu le petit problème. Donc la partie actualité, ce sera peut-être pour demain et encore, parce que demain on parlera de Fribourg et Bienne pour le match, les 2 clubs qui jouent le match 3 ce mercredi soir. Je serai à Zurich. Donc dans un hôtel? Pardon? Non, pas dans un hôtel, non, parce que tu l'auras pas encore pris. Donc là, tu auras peut-être un poil plus de temps. Exactement, on verra. On va s'arranger, on trouve toujours un moyen. En tout cas, prochain épisode, ça va tourner et ça va revenir très vite dès jeudi, 17h normalement, si tout se passe bien, pour disserter. Cette fois-ci, on laissera Lausanne de côté, on vient de bien faire le tour du sujet. On parlera de Fribourg et Bienne, et peut-être un petit peu d'actu si on a du temps, mais l'actu, ça reste les playoffs, donc on va jouer simple. En tout cas, d'ici jeudi, si vous avez des questions concernant Fribourg et Bienne, on est tout à fait disposé à y répondre. Et d'ici là, profitez bien des matchs et à bientôt. À bientôt.